Bienvenue, Michel. Bonjour, ma chère Caroline. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. On est content de t'avoir avec nous aussi pour une présentation où vraiment tu vas nous partager la vision du système de santé de demain. Puis, si je ne me trompe pas, on a des défis qui nous attendent. Il y a des défis importants, puis effectivement, j'apporte ça sous l'œil du clinicien. Il y a plusieurs facettes à un diamant. Moi, c'est le diamant clinicien. Et j'ai déjà eu l'occasion de parler à des gens ici lorsque j'avais informatisé les médecins de famille. Alors, je suis très content de revenir aujourd'hui pour vous dire mission accomplie. Plus de 95 des médecins ont un dossier médical électronique. Maintenant, que nous réserve l'avenir? Voilà ce qu'on doit faire. Donc, dans les prochaines minutes, ensemble, on va regarder quelques chiffres. Naturellement, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on s'en va si on ne sait pas où est-ce qu'on est. Ensuite, on va regarder, il y a un mot qui a circulé, là, la refondation. Et il faut quand même considérer beaucoup d'autres facteurs qui vont sculpter le futur de notre santé au Québec. Donc, ça, c'est une caractéristique, une image qui vaut 1000 mots. Tout le monde planifiait plein de choses en 2019 et bataille, tout est tombé à l'eau. 2020-2021, il est arrivé des petites affaires par l'espace qui a changé toutes nos prédictions, la fameuse COVID. Il est certain aussi que, riche de l'expérience qu'on a eue, qui a souvent été très souffrante, nous avons aussi dû inclure dans les projections futures comment est-ce qu'on peut regarder le système de santé avec une certaine robustesse. Un peu comme les banques, quand il y a eu les papiers commerciaux en 2008, là, dans ces années-là, on a maintenant demandé aux banques de faire des tests de résistance, des tests de validation de leur structure s'il arrivait un mauvais coup encore. Alors, il faudra faire la même chose ici dans les pandémies. Les pandémies vont venir, hein, vous le savez comme moi, vous êtes des experts en assurance, donc vous connaissez tout ça, les risques. Là, on a eu un virus respiratoire, ça pourrait être un virus digestif, ça peut être un virus qui atteint le système neurologique. Donc, il faut aussi prévoir les capacités du système de santé dans différents secteurs des traitements de santé. Alors, si j'avais fait cette conférence-là il y a 2 ans, on aurait probablement parlé autrement. Mais heureusement, là, on est à la fin d'une vague actuelle, en attendant la prochaine. Donc, espérons que ça nous amène à la bonne place. Donc, dans le futur, comment est-ce que moi, je me vois comme clinicien? Comment est-ce que comment les cliniciens se voient? Est-ce qu'on va se mettre à opérer nos patients à distance? Est-ce qu'on va les regarder, les examiner à distance sans jamais leur faire face? C'est quelque chose dont on parle souvent. Est-ce que c'est vraiment ça le futur? Est-ce qu'on est capable d'atteindre ce futur-là? Ça, c'est une autre question. Donc, regardons à la base. D'abord, la santé, là, dans les systèmes publics, c'est un monopole. Et on voit passer régulièrement dans les médias des commentaires, des analyses sur ça. Alors, j'en ai relevé quelques-uns ici dans Le Devoir, là, en 2007. L'objectif est de mettre fin au monopole public en santé. Après ça, il y avait le monopole public en santé au banc des accusés, la judiciaire. Ça, c'était quand il y a eu le fameux jugement Chaoui, là. Qui faisait en sorte que le patient attendait ben trop dans le système de santé pour se faire opérer sa hanche. Et tout dernièrement, en février 2022, là, la pandémie a permis de constater l'échec du modèle de santé canadien servi à la sauce syndicalo-bureaucratique québécoise. Ah, mon Dieu, des mots qui en disent long sur la perception du système de santé. Et pas seulement chez nous, dans bien des juridictions, puisque comme vous voyez, dans le Globe and Mail ou dans le Times, ici, là, le Toronto Times, on parlait de « Our monopoly healthcare system is dysfunctional » et l'autre qui était « financially unsustainable ». Donc, c'est un langage qu'on entend. Les systèmes sont toujours intéressants sur papier. C'est comment on les applique souvent qui crée des enjeux. Alors, c'est un monopole. Le monopole, bien, on le sait, la créativité, c'est un défi. Comment la créativité peut créer un moteur qui est l'innovation et comment l'innovation crée un moteur qui va, n'est-ce pas, entrer avec la concurrence pour créer des nouvelles idées. Donc, innovation, concurrence et créativité, 3 facteurs qui, dans un système de monopole, ne jouent moins la force. On ressort moins toute cette force, on potentialise moins toute cette énergie-là. Alors, justement, j'ai une question pour vous en parlant de monopole. Alors, ma collègue va vous pointer une question sur
l'écran, c'est quelle est la proportion de dépenses en santé au Canada qui provient du secteur privé? Alors, je vous laisse répondre à cette question qui va s'afficher sur votre écran. Alors donc, le sondage de vos âmes a révélé qu'à peu près 37 de vous pensez que c'est 30 puis 33, 40 Eh bien, quand on regarde la prochaine diapo, alors le système de santé, là, c'est pas tout à fait actualisé parce qu'on a des retards sur les statistiques qu'on a à cause des pandémies, mais bon an, mal an, le système de santé au Canada, c'est 264 milliards, 185 milliards, ce sont les payeurs publics, et tandis que de l'autre côté, 79 milliards, ce sont les payeurs privés. Alors, donc, ça fait 30 Et c'est assez constant depuis le début de l'établissement du système de santé au Canada dans les années 60. Et dans le côté du secteur privé, il y a les citoyens, les assureurs et autres. Bon, ici, j'ai 32 milliards, mea culpa, c'est plus vers les 50 milliards, mais comme je vous dis, ici, les proportions ne sont pas nécessairement exactes. Le citoyen out of pocket a changé beaucoup et l'assureur est autour de 50 milliards. Ce qui est important de noter ici, qui donne une couleur au système de santé, c'est que les médecins, en première ligne, génèrent 70 des dépenses du système. Génèrent dans le sens qu'ils font des diagnostics, ils initient des traitements, puis ils font des investigations. Donc, ils ne génèrent pas en termes d'argent, mais ils génèrent en termes d'opération. Et c'est cette activité qu'ils génèrent qui se décline dans toutes sortes d'organisations dans le système de santé. Ah oui, la 30-70. Alors, j'ai justement d'autres statistiques qui nous permettent de voir ça. Donc, à gauche, vous voyez, au fil des années, entre 2012 et 2019, la proportion d'argent entre le public et le privé. Donc, on est passé à 70, puis le public s'en va tranquillement vers le 72, tandis que le privé tend à diminuer un petit peu. Et ça, c'est intéressant parce que dans certaines sociétés où il y a des systèmes publics, ça monte jusqu'à 84-85 qui est géré par le public. Mais vous savez probablement tout ça, vous, parce que vous avez des visions mondiales de ce qui se passe dans les secteurs de la santé. Et par habitant, bien, le Québec, on voit, on n'est pas nécessairement les plus riches. Là. On regarde à gauche, là, la Suisse, la Norvège, l'Allemagne, les États-Unis ont des revenus. Le PIB par habitant est plus élevé qu'au Québec et même qu'au Canada. Là. Alors, même l'Australie. Alors, ça nous donne quand même, ça met la table sur le fait qu'on a un système public monopole qui, donc, à 70 les dépenses publiques sont impliquées. Bien qu'elle est impliquée à 70 des dépenses totales. Et comme richesse, comme pays, on n'a pas nécessairement celui qui a le plus d'argent à mettre par capita. Pourtant, quand on regarde le marché de la santé, on a ici un tableau qui j'ai vendu la mèche ici. Peut-être que on va sauter la question parce que j'ai vendu la mèche ici, malheureusement, je suis désolé. Donc, ici, on a les différents pays, la Suisse, l'Allemagne et l'Australie, qui sont qui sont comparés au Canada avec 28 autres pays. Alors, on se rend compte que le Canada est le deuxième pays qui dépense le plus d'argent dans les pays où il y a des systèmes publics ou comparables. Et donc, par contre, on est 26e sur 28 au niveau du nombre de médecins et à peu près 10e sur 10 au niveau de l'attente pour voir un médecin spécialiste. Alors, quand on regarde à gauche, là, vous allez voir, on a à peu près 2,7 médecins. C'est la question que je voulais vous poser. On a à peu près 2,7 médecins par 1000 habitants ici au Canada. Et quand on regarde donc dans les autres juridictions dont on parle, 10e, 13e et 7e. Donc, le générateur de soins, le générateur des dépenses dans le système, au Canada, bien, par rapport aux autres juridictions, même si on dépense beaucoup d'argent dans le système, bien, il n'y en a pas beaucoup de médecins. Et si on regarde une carte du monde, bien, vous allez voir ici en jaune, donc le Canada et les États-Unis, donc on est en 2,5 et 3. Mais quand vous regardez les pays d'Europe, à part l'Angleterre, où aussi il y a une faible proportion entre 2 et 3, la plupart des pays européens, l'Australie, on est dans des chiffres de 3, 4, 4,5
médecins par millier de population. Donc, c'est intéressant de voir comment chaque système va gérer le besoin. Donc, ça nous permet ça de mieux situer où est-ce qu'on s'en va dans le système de santé. Alors voilà, le Québec, on est 8 500 000 habitants, plus ou moins, avec une densité de population de 6,6 habitants par kilomètre carré. À regarder les autres pays qu'on avait sur les tableaux, donc la Suisse, l'Allemagne, l'Australie et le Canada, bien, regardez, la Suisse et l'Allemagne ont des hautes densités. Donc, une des raisons que les gens disaient, le Canada, on dépense beaucoup d'argent parce qu'on est grand, puis le monde est dispersé dans tout le Canada. Bien, l'Australie fait pas mal mieux que nous, puis la population par habitant est moins dense qu'au Canada. Donc, le système de santé, c'est complexe, il y a plusieurs facettes, mais il est certain qu'il y a des grands vecteurs qu'on voit apparaître, dont le générateur de soins qui est en manque important selon ce qu'on voit comme statistique. D'autres vous diront, il y a bien assez de médecins au Canada, mais quand on se compare, on regarde qu'il y a peut-être certains défis à regarder ici. Donc, notre système de santé, un élément très important, ça, c'était publié dernièrement par le gouvernement du Québec. Donc, c'est l'écosystème de santé. Vous le connaissez, là, avec le ministre, avec le ministère, les établissements, tout autour. Et vous voyez, en haut à gauche, il y a un carré isolé qui touche à rien, qui sont les partenaires. On va parler des associations, on va parler de différents groupes professionnels. Ce qui est intéressant, c'est que nonobstant le fait que le secteur privé génère 30 des dépenses dans le système, bien, il n'est même pas identifié comme un partenaire du réseau. Phénomène intéressant. L'assureur, les compagnies pharmaceutiques ne sont pas identifiés et pourtant, ils ont un impact majeur sur le système de santé. Et l'autre élément qui est très important, ce sont les 300 000 travailleurs dans le réseau. Vous avez peut-être vu ce matin, M. Dubé a publié son tableau de bord sur les différentes variables. On est rendu à 338 000 travailleurs à la santé. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Les ressources humaines sont une préoccupation pour notre système de santé. Et on le voit ici pourquoi. Donc, 80 de notre santé, des dépenses du système de santé, ce sont des ressources humaines, payer des salaires. Alors, j'ai mis dans le premier tableau, le tableau complexe ici, qui a été diffusé par le ministère dernièrement. Donc, vous allez voir que les professionnels de la santé, médecins, pharmaciens et autres professionnels de la santé qui sont payés, qui reçoivent des revenus par le gouvernement, par les différents programmes. Donc, ça correspond à peu près à 22 des dépenses. Mais quand on regarde les professionnels, les infirmières et les personnels de la santé, bien, ça va chercher plus de 50 des dépenses en salaire, des dépenses du système de santé. Et j'attire une petite attention sur la ligne de droite, la deuxième colonne de droite, quand on regarde les dépenses engagées pour le personnel indépendant ou dans le privé, il y a un accroissement de 300 au fil des années. Alors, quand on regarde dans le réseau, une des priorités, c'est de ramener tous ces salariés-là sous le réseau, de s'assurer qu'on a réengagé ces gens-là pour donner des qualités d'emploi, donner des milieux de travail qui nous permettent aux professionnels de la santé de s'épanouir dans le réseau, bien le fameux temps supplémentaire obligatoire. Donc, on peut penser que c'est une des tendances là, qui a monté de 300 l'engagement de personnes dans des agences privées. Donc, pour regarder dans le futur, on a ici une grosse machine qui va d'abord s'identifier en priorité, les ressources humaines. Comment est-ce qu'on peut combler toutes les ressources humaines? Combien on en a besoin pour faire face au futur? Ça, c'est notre paire de manches. C'est pas facile de pouvoir dresser qu'est-ce qu'on aura besoin comme personne dans le futur. Alors donc, mais c'est assez important de voir comment tout l'argent s'en va sur les ressources humaines et que ce soit dans le domaine des banques, dans le domaine d'autres secteurs, essayer de diminuer les dépenses au niveau des ressources humaines, c'est l'élément clé dans le développement des opérations de plusieurs secteurs de l'industrie. Ici, on continue à en engager des tonnes. Donc, ça va être à regarder.
Au niveau du Québec, juste pour finir, on s'en va peut-être vers 9 millions d'habitants là, en 2060. Ce qui préoccupe, ce qui attire l'attention, c'est le graphique de droite, c'est que la courbe de population, au fil du temps, va se déplacer vers des gens âgés. Donc, la population est vieillissante, on le sait tous, et c'est ce genre de graphiques-là qui sont étudiés par plein de monde, vous aussi d'ailleurs, qui nous donnent un peu l'idée de comment va s'en aller le système de santé dans le futur. Donc, on sait où est-ce on sait d'où on part. On part pas d'une belle position, puis on sait qu'est-ce qui nous attend avec ces gens-là. Donc, le gouvernement a publié son programme de santé du futur. À droite, les partis politiques du Québec ont tous un volet sur le programme de santé. On est en campagne électorale bientôt, puisque les élections sont en octobre. Actuellement, tout le monde est à peaufiner ce qu'ils vont répondre à ce que le gouvernement a sorti. Et on verra où ça va nous mener, quelle sorte de programme ils vont publier basé sur les quelques chiffres que je vous ai donnés et sûrement bien d'autres aussi. Donc, où est-ce qu'on commence? 4 piliers, le personnel, les technologies d'information, accéder aux données et l'infrastructure et les équipements. Alors, dans ces 4 piliers-là, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai listé dans la colonne à droite, là, à gauche, c'est-à-dire, il y en a 2 en bas, le financement et l'innovation, qu'on a placé dans l'espèce de roue autour du patient, qui sont sûrement, ces 2 points-là, des éléments importants dans le pilier qui sont, en tout cas, sur plusieurs identifient ces 2 points-là comme étant importants comme piliers à ajouter aux 4 autres qui sont en haut. Super intéressant. Mais on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Alors, le pilier 4, la fondation et les structures d'équipement. Alors, à gauche, qu'est-ce que vous voyez? C'est une photo aérienne d'un hôpital qui a été construit en 10 jours en Chine. Vous vous souvenez sûrement, ça a fait les manchettes. Alors, donc, pour répondre à la pandémie, alors, est-ce qu'on est capable de revoir notre concept de l'hôpital? Est-ce qu'on est capable de revoir comment on fait l'infrastructure, comment on bâtit nos hôpitaux, comment est-ce qu'on peut être agile pour répondre aux besoins de nos différents patients et différents secteurs de spécialité? Et à droite, bien, c'est l'hôpital à domicile. L'hôpital à domicile, qui est un concept qui se développe beaucoup, qui permet d'éliminer beaucoup d'overhead, de coûts accessoires lorsqu'un patient, on hospitalise le patient dans l'hôpital, surtout avec les technologies d'information, surtout avec les développements. Donc, on le voit, ça se développe dans plusieurs pays industrialisés. Et ici, on est vraiment au premier balbutiement de l'hôpital à domicile, qui ne sont pas les soins à domicile, c'est vraiment l'hôpital à domicile, comment traiter des malades qui ont une certaine instabilité à domicile au lieu de les garder à l'hôpital. Donc, 2 gros défis sur le futur. Comment on va s'orienter? Quels sont nos choix sur l'infrastructure et sur l'hôpital mobile? Est-ce qu'on va se préoccuper de rebâtir des hôpitaux dans le concept qu'on avait des années 60, 70, 80? Ou est-ce qu'on va s'ouvrir sur l'hôpital sans mur et l'hôpital à domicile? Donc, un premier choix à faire sur où ira le système de santé, où iront les hôpitaux dans le futur. Le prochain, bien naturellement, les technologies d'information et d'accès aux données. Ça, c'est un consensus partout à travers le monde. L'accès aux données, on peut même avoir une vision vraiment très futuriste, là, avec des capteurs toujours actifs qui enregistrent les données avec des plateformes qui agrèguent et stockent les informations qui sont dérivées de ces capteurs-là et qu'on nous permet d'avoir ça dans un environnement ouvert et accessible à soit aux patients, soit à l'équipe traitante. Alors, toutes les sociétés parlent de ça. Certaines sont beaucoup plus avancées que nous. Nous, on est encore beaucoup en silo, puis on est même encore beaucoup en fax. Donc, nous, notre capteur, présentement, c'est le fax. Alors, on a encore certaines évolutions à apporter dans notre système de santé pour arriver à cette vision du futur qui sera l'accès aux données. Alors, le personnel, encore une fois, j'ai vendu la mèche. Je suis sincèrement désolé. Je voulais vous poser une question et j'ai oublié. Désolé. Donc, le personnel, qu'est-ce qu'il pense d'où s'en va la santé? Alors, il y a une étude qui a été faite par la compagnie Elsevier, un sondage mondial, et
le patient partenaire et le patient en charge, tout le monde voit ça. Plus de 3/4 des gens voient que le partenaire, le patient doit être impliqué dans ses soins et doit prendre des décisions. Et j'ajouterais que le patient doit aussi savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces données et quelle sorte de consentement il peut donner à l'utilisation de ces données. Un point qui est très intéressant, c'est l'impact sur les soins virtuels. C'est plus de la moitié, un petit peu, ça fait plus que la moitié, 51% des professionnels de la santé questionnés mentionnent que les soins virtuels ressentent un aspect négatif sur la capacité de conserver la relation médecin-malade et l'empathie qu'on a vis-à-vis du patient. Alors, c'est pour ça que les soins virtuels, bien qu'ils seront en place et ils sont là pour rester, leur utilisation va devoir être bien dosée pour s'assurer que le patient y trouve son compte lorsqu'on doit l'accompagner dans une maladie quelconque ou dans un diagnostic quelconque ou dans une investigation quelconque. Et vous regarderez à gauche, ce qui est super important, les cliniciens pensent qu'il y aura une pénurie d'infirmières dans le monde. 74 pensent qu'il va y avoir une pénurie d'infirmières et 68 de médecins. En passant, aux États-Unis, 30 des médecins sont considérés comme des senior citizens. Ce sont des personnes qui ont 65 ans et plus. Et eux aussi se posent la question, mais qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années pour pouvoir traiter tous les malades qui ont besoin d'être traités et avec tous les traitements qui s'offrent, où on a encore besoin de plus en plus de professionnels de la santé pour traiter les gens de façon adéquate. Donc, c'est une question mondiale. On le voit aussi dans d'autres secteurs très spécialisés, comme les pilotes d'avion. On dit, bien là, on n'en forme pas assez, et il va y avoir une pénurie de pilotes d'avion, et comme d'autres secteurs importants. J'attire votre attention aussi sur un secteur important ici, qui est la génomique. Les professionnels de la santé en parlent beaucoup, et c'est un peu absent du discours de la vision du futur. Est-ce qu'on devrait baser le futur sur la génomique, le futur du système de santé, le dossier du patient? Est-ce que ça ne devrait pas être comme la colonne vertébrale maintenant qu'on a toutes nos connaissances génomiques et en génétique humaine? Alors, c'est une question qui est posée. C'est un lobby qui fait beaucoup de pression sur les différentes instances de santé, non seulement au Québec, mais dans d'autres provinces, pour être capable de peut-être apporter une nouvelle vision, pour créer un futur au niveau du système de santé, on comprend tous les enjeux que cela implique, mais qui demeure peut-être associé avec le patient en charge de sa santé, une voie d'avenir qui serait intéressante pour le système de santé du futur. Super intéressant. Naturellement, donc, on a vu les piliers, on a vu les TI, on a vu les ressources humaines, on a vu aussi les technologies d'information et les infrastructures. Donc, dans les deux points, il y avait le financement. Alors, le financement, bien, il dit ici, la forte croissance des dépenses publiques en santé s'accapare une part toujours croissante du trésor public. On sait ça, on en entend parler, c'est un sujet qui fait les manchettes régulièrement. Et vous regarderez que dans les priorités du futur, une façon de s'en sauver, la troisième étape, naturellement, c'est d'aller chercher de l'argent à Ottawa. On a besoin de plus d'argent. Ça aussi, ça fait l'objet des manchettes. Pour boucler notre budget, pour finir nos fins de mois, on n'a pas assez d'argent. Il faut avoir plus d'argent. Il faut être capable de financer plus de programmes. C'est un défi, le financement, mais est-ce que c'est ça la voie quand on a 80 des ressources financières qui sont dédiées aux ressources humaines? Donc, l'autre secteur qui m'apparaît, moi, le plus important comme clinicien et comme vous, assureur, c'est l'innovation. Pourquoi? Parce qu'au fil des années, le secteur privé, bien que c'est David versus Goliath, même le secteur privé n'a que 30 des activités, des dépenses du système de santé, c'est le secteur privé qui crée l'innovation. Bon, les médicaments. Moi, j'ai commencé la médecine
On avait plein de patients hémophiles là, qui saignaient partout puis qui venaient dans nos urgences. Après ça, on avait tous les enfants, les gens asthmatiques qui étaient sur l'aminophiline, pour ceux qui ont mon âge puis qui se souviennent de ça. Et les étages étaient pleins. Ensuite, juste une petite parenthèse, là, quand j'étais étudiant en médecine, interne puis externe, il y avait des remplacements de cataractes. Là. Et le patient était hospitalisé une semaine dans un lit à l'hôpital pour avoir sa chirurgie, puis ensuite faire la première partie de sa convalescence. Alors, vous savez, pour ceux qui en ont eu ou ceux qui connaissent qui en ont eu, maintenant, c'est 20 minutes, puis c'est quasiment sur le bord de la table qu'on fait ça. Alors, donc, et toute la chirurgie endoscopique, qui sont des évolutions extraordinaires qui ont permis de changer complètement la structure de la chirurgie. Et en passant, ça aussi, la chirurgie endoscopique, donc enlever des appendices puis des vésicules biliaires avec des instruments avec des petits trous dans le ventre, eh bien, toute cette technologie-là a été développée grâce à l'ophtalmologie. Parce que les ophtalmologistes cherchaient un moyen d'aller opérer les rétines, aller opérer l'intérieur, les corps vitreux, tout ça, aller opérer dans l'œil sans avoir à ouvrir l'œil complet. Donc, ces initiatives-là ont permis de développer des techniques chirurgicales adoptées à la chirurgie générale et la neurochirurgie de façon extraordinaire. Ça a changé complètement notre méthode. Et justement, les chirurgies saignent moins, les patients sont moins hospitalisés. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on voudrait accélérer le nombre de patients qu'on opère, puis on a de la misère? Eh bien, une des difficultés, un des défis, c'est comment repenser la façon qu'on a les relations de travail avec le personnel de la santé. Alors, plusieurs chirurgies prennent moins de temps, mais sortir un malade, ramener un malade dans la salle d'opération, le prochain malade dans la salle d'opération, c'est un défi. Et ceci a un impact majeur sur toute la chaîne de traitement des patients. Donc, la pandémie a permis de s'asseoir avec les représentants syndicaux, les gens qui travaillent dans les relations de travail, pour être capable de créer de la malléabilité dans la réponse aux différents protocoles. Et c'est un grand, grand défi. C'est toutes ces technologies qu'on apporte du secteur privé. Et chez l'assureur, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Vous avez apporté aux employés justement les soins virtuels, le wellness, le bien-être, toutes sortes de services de vision qui sont en avant de la parade. Et c'est grâce à ces innovations-là qu'on réussit à influencer le système de santé qui, lui, a une certaine inertie. Et on pense c'est certain qu'on voudrait que ça bouge plus vite dans le domaine de l'assurance. Je suis sûr que vous avez ces discussions-là vous-même, mais vous êtes déjà beaucoup plus vite que dans le système public. Et cette influence-là, il faut garder cette influence-là, il faut garder cette initiative, cette créativité, cette innovation qui caractérise le monde de l'assurance. C'est très, très, très important. Alors, ici, dans l'innovation, bien, c'est ça, on dit un traitement efficace, un médicament révolutionnaire et une pratique organisée innovatrice. Alors, on crée plein de médicaments. Vous, les assureurs, vous reconnaissez ces médicaments-là bien plus vite que les différentes juridictions publiques. Alors donc, d'un côté, ils disent « oui, il faut faire de l'innovation », puis de l'autre côté, bien, on n'accepte pas vos médicaments parce qu'ils coûtent trop cher. Alors donc, il y a ici un juste milieu qui doit être atteint pour être capable de bien traiter nos malades, d'avoir l'occasion de leur donner les meilleurs traitements et d'avoir une certaine agilité. Et on comprend qu'il y a une accélération des coûts, il y a une accélération beaucoup dans le système, mais on comprendra que 80% des dépenses dans la santé, c'est les ressources humaines. Alors donc, il y a, au niveau de l'innovation, l'entrée d'innovation aurait avantage à créer une restructuration des ressources humaines et des programmes de traitement pour diminuer le besoin d'avoir des ressources humaines au niveau qu'elles sont. Alors donc, l'innovation, voyez-vous, je reprends voyez ici le même tableau avec les frais de santé, mais là, j'ai ajouté en bas la pyramide, le tsunami d'éléments qui existent dans le marché au niveau des fournisseurs, des médicaments, des distributeurs, des manufacturiers, ensuite des diagnostics
etc., etc. Il y a énormément d'activités. C'est une marmite qui bouillonne. Et en-dessous de ça, il y a encore plein de champs qui se développent, qui poussent sur le système. Alors, si ça pousse sur le système, qu'est-ce que je vois dans le futur? Bien, je vois de l'innovation qui va venir aider le système de santé, mais on ne peut pas nécessairement insérer toutes ces innovations en gardant la même structure de dépenses. Ce sera là le conflit. Alors, regardez dans la conciliation, dans la santé digitale, les domaines qu'on voit. On a la nanotechnologie, la santé, la gestion de la réalité augmentée, on a l'apprentissage machine, on a tous les nouveaux protocoles qu'on développe en recherche. Et dans les domaines d'application, bien, je suis exposé comme clinicien avec clinique aux nouveaux programmes de recherche clinique, comment tout ça s'informatise, comment on est capable de mieux gérer la sélection des patients, comment on a moins de morts cliniques, c'est-à-dire de gens qui abandonnent dans nos programmes. Là, il y a tout un effort, il y a tout un renouvellement et toute cette innovation-là va nous aider justement à amener des nouveaux traitements efficaces vers la clientèle générale. D'ailleurs, je voyais des nouvelles molécules en hypertension où on donne un traitement aux 6 mois aux patients, ce qui permet de mieux traiter l'hypertension parce qu'on sait que la médication actuelle, bien qu'on a réduit ça à 1 fois par jour, la compliance des patients au traitement est souvent assez faible. Donc, toutes ces approches qui répondent aux besoins du marché et des traitements sont super importantes. Donc, cette constellation-là ne fait que croître. Les technologies, les nouvelles technologies poussent et beaucoup plus présentes qu'elles étaient à l'époque. Alors, comment ça va façonner, comment ça va sculpter notre futur? Bien, on ose espérer que les autorités qui gèrent le système de santé vont être sensibles. Et il y a peut-être des pistes qui pourraient nous aider. Alors, le défi, intégration et interopérabilité. Ça, c'est un élément très important. Dans le secteur de l'innovation, comme je disais, c'est une ébullition. Comment moi, je vois ça comme clinicien? Bien, regardez en bas à droite, là. Chaque médecin jongle avec 2,7 appareils mobiles dans sa pratique. S'ils ne se parlent pas, ça vient de mettre un poids solide à ma cheville. C'est très important de pouvoir créer de l'interopérabilité et de l'intégration des données. Là, c'est le secteur privé. La qualité de l'agilité qu'on a, de la compréhension, on ne peut pas aller voir un gouvernement avec chacun cogne à la porte avec ses innovations, toutes indépendantes les unes des autres. On doit essayer de trouver des vecteurs de portée. On doit avoir une certaine intégration, une certaine voie qui permet de rassurer tout le monde. Et donc, vous voyez à droite ici, là, tout ce qu'il faut intégrer pour faire le big data. Et à gauche, en haut, là, vous avez un patient dans les soins, là, tout ce qui est accroché autour. Peut-être vous-même, malheureusement, vous avez vu passer par là ou des gens que vous aimez beaucoup qui ont passé par là. Mais ça devient un défi de suivre tout ça puis de ne pas faire d'erreurs. Les erreurs médicales sont importantes et sont toujours présentes malgré tous les mécanismes qu'on a parce que, justement, au chevet du malade, ça se complexifie. Donc, il y aurait des avantages certains à travailler ensemble. Et voilà l'anxiété créée, j'aime pas ce mot-là, disons la préoccupation des autorités, c'est que les technologies évaluent de façon exponentielle, puis la perception, c'est que c'est une évaluation linéaire. Alors, vous avez peut-être connu ça aussi, dans les laboratoires, on avait différentes compagnies qui nous donnaient des équipements de laboratoire pour la formule sanguine et tout ça, et pour la biochimie et tout ça. Et chaque compagnie avait ses kits, ses réactifs, ses façons de faire, si bien qu'on était prisonnier d'une technologie, même si les autres se développaient puis avaient des meilleurs réactifs.
On a vu la même chose sur les téléphones, puis là, on voit la même chose sur les autos électriques. Ben là, on n'est pas capable de brancher une auto de la même façon. Une compagnie a un système, l'autre compagnie a un autre système, puis là, c'est pas compatible. Les téléphones cellulaires, comme je mentionnais, ben, c'était comment brancher son cellulaire. On avait toutes sortes de kits. Chacun avait sa façon de brancher, puis là, ben, il fallait courir après les fils. Alors, dans la santé, compte tenu que c'est des systèmes publics, l'essai-erreur a moins sa place parce que tout est mis en évidence. Ça fait les manchettes. Ah, ils ont acheté ça, puis là, ça a pourri dans le coin. Alors donc, on a ici un effort à faire important pour qu'on puisse rassurer ceux qui gèrent le système pour être capable de leur dire, bien oui, cette technologie-là, on va l'implanter. J'ai des compétiteurs, on utilise des standards, on se fait nous-mêmes nos standards parce qu'on voit ce qui se passe dans l'avenir, on voit ce que ça s'en va. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je prêche à toutes les startups que je vois qui viennent me voir avec des bonnes idées, puis j'essaie de les mettre ensemble ou leur faire réaliser que c'est ensemble, c'est faire une formule ensemble qui va faire avancer. Et c'est la même chose pour vous, je suis certain, chez les assureurs. Quand vous avez des portefeuilles à offrir à aux employeurs, bien, si vous avez des visions plus unies, ça va vous permettre d'avancer plus vite et d'offrir un meilleur service. Donc, le futur, bien, c'est ça. Ça va ressembler à ça. Je vais travailler avec une vitre, puis je vais avoir plein d'informations qui vont se promener sur une vitre, et puis je vais pouvoir avoir mon patient, la génétique, sa biochimie, tout ça. Bon, peut-être, mais il manque quelque chose dans ces visions-là, parce qu'à côté de moi, à côté du médecin qui est là ou du professionnel de la santé, c'est deux professionnels de la santé qui se parlent, c'est le patient qui doit être au cœur de la situation. On a assez de technologie, on a assez de façons de faire pour être capable de rendre le patient responsable de ce qui se fait dans son système. Donc, si on regarde chacune des provinces, là, on a 8,5 millions de personnes au Québec, on est capable facilement de gérer 8,5 millions d'individus au niveau informatique, c'est-à-dire de leur donner un casier, un coffret de sûreté où on met l'information, puis ils ont accès et ils sont capables de voir qui a accès à ces données ou qui veut avoir accès à ces données. Ils pourraient même avoir un système où est-ce qu'ils accordent le droit à une personne X, Y de le faire. Ils pourraient aussi être... on pourrait aussi leur offrir de faire partie de projets de recherche et de pouvoir faire partie d'un projet de recherche puis de voir quel consentement ils pourraient donner. Tout ça, au moment où on se parle, on a une technologie qui est disponible. L'autre chose aussi que je voulais vous mentionner, c'est l'Internet des objets. Bon, on peut imaginer ici que le professionnel de la santé va recevoir plein d'informations qui viennent du patient, comme on mentionnait tout à l'heure, les capteurs. C'est beau, les capteurs, mais il faut se poser la question, sont-ils calibrés? Sont-ils validés? C'est quoi les protocoles? Comment fonctionnent les versions? Alors ça, c'est un autre défi. Qui doit être mis aussi, quand je parle aux gens qui sont dans la communauté de l'Internet des objets, je leur dis comment est-ce que vous pouvez regarder comme il faut vos équipements pour assurer qu'il y a un certain niveau de calibration puis de véracité, parce que si moi je dois faire un jugement clinique là-dessus, bien, il faut être capable, être en mesure d'avoir des données fiables. Donc, ce sont des éléments très importants. En passant, au niveau des soins virtuels, durant la pandémie, on en a fait beaucoup. Dans nos dossiers médico-électroniques, on a la capacité de faire des rencontres virtuelles avec le patient avec un système vidéo. Alors, sur les quelques centaines que moi j'ai fait, puis d'autres de mes collègues dans ma clinique en ont fait, alors nous, dans ma clinique, on est 40 médecins de famille, là, donc on a un bon bassin pour voir comment les nouvelles technologies sont utilisées. Et on avait à peu près le quart des patients où on ne réussissait pas à les voir. On n'était pas capable de faire la connexion vidéo. Alors, on tombait sur la connexion audio. Pourquoi? Bon, le téléphone qu'il y avait n'était pas des bonnes générations. Et c'était un code 18, autant du côté du médecin que du côté du patient. Bref, il y avait toutes sortes d'enjeux qui faisaient en sorte qu'on avait de la difficulté à se voir. Ensuite, il y avait
une fois qu'on réussissait à se voir, est-ce qu'on était capable de vraiment apprécier les lésions, d'avoir une bonne idée de ce qu'il voulait nous montrer? L'éclairage, comment mettre la caméra trop proche, tout est flou, trop loin, on voit rien. Alors, il y avait toutes sortes d'enjeux qui se révélaient à nous alors qu'on ne pensait pas que ce seraient des enjeux. Alors, et là, et ce n'est pas pour arrêter les soins virtuels. Ce qui est important, c'est d'être capable d'avoir des technologies qui nous permettent de le faire. Et c'est disponible. Il s'agit de voir comment les partenaires, tous ensemble, on peut réaliser ces avancées-là, qu'on peut réaliser ces services-là en augmentant leur efficacité. Donc, c'est intéressant là, d'avoir des données comme ça sur une vitre, là, puis de pouvoir faire des choses. Mais la dure réalité de la vie, c'est qu'il y a des défis sur comment on a à faire les choses. Voilà. Donc, ma conclusion, parce que là, votre estomac est en train de se digérer, votre glycémie descend, le repas approche. J'espère que on a été capable de titiller votre curiosité, partager ce que je vois dans le système de santé. Mais ce que je vois, donc, c'est que la réforme proposée trace la voie pour les prochaines années. Là, on a quelque chose sur la table. Ça sera à décider si c'est la bonne voie ou la mauvaise voie. Ça, il y a tellement de questions qu'il faut se poser. Le financement de la réforme n'est pas vraiment expliqué. Et le privé doit être identifié comme un partenaire. Pour moi, ça, c'est l'élément essentiel. C'est un moteur. Il est essentiel au développement du système public. C'est là qu'on retrouve la créativité et l'agilité. Et le manque de personnel persistera pour toujours. Donc, si on base une réforme du futur sur avoir encore plus de personnes, bien là, on se met à risque. Et c'est pour ça que je dis qu'il existe plusieurs opportunités pour le développement de solutions. L'implantation de nouvelles technologies passe par des économies en ressources humaines, selon ce que je vois comme clinicien. Et les joueurs de la santé numérique les joueurs de la santé numérique doivent développer des standards d'interopérabilité et des plateformes et des produits. Ça, pour moi, là, s'il y avait un message à laisser ici, je vous dirais qu'il faut, un peu comme la biotechnologie, maintenant on a des ingénieurs et des médecins qui travaillent ensemble sur des produits. Vous vivez ça. C'est la même chose au niveau du développement des technologies. En prenant un exemple, les villes intelligentes. Les villes intelligentes, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Bien, est-ce qu'il y a moyen de profiter de ça, de s'adjoindre à ce qui se passe dans les villes intelligentes pour aider le système de santé? Donc, et le train de la transformation a quitté la gare. Donc, on est prêt à embarquer dans le train, puis à peut-être répondre à quelques questions. Oui. Merci, Michel. Cette présentation a été fluide, incroyable. On en a même manqué 2 sondages. Ben oui, c'est ma passion, c'est ma créativité et mon imagination. J'ai passé tout droit. Je suis tellement désolée. J'ai décidé de faire une petite surprise. Okay. Fait que, juste avant, je suis sûre qu'il y a des questions et des commentaires. Fait que je veux juste aviser les gens dans la salle virtuelle qu'on passe à la période de questions. Puis un petit rappel, si vous avez des questions, veuillez les soumettre via le menu questions-réponses du côté droit de votre écran. Mais juste avant, on va tourner un sondage en validation de connaissances. Ah, OK? un post-test. Parce que Michel était tellement à l'aise dans son flot d'informations, passionné. Alors là, on va faire un post-test. Est-ce qu'on est prêt à lancer le sondage? Oui? Bon, quelle bonne idée. La question. Quel est le ratio du nombre de médecins par 1000 habitants au Canada? Là, ça, c'est une. On va en faire. Je pense qu'il y a des choix, là. Parce qu'après, il y a des questions que j'ai vues passer. Il y a des choix. Je pense que les gens les voient à l'écran. Alors, on a 2,7 par 1000 habitants, 4,3 par 1000 habitants ou 6,5 par 1000 habitants. Ah, j'aimerais ça que ça soit 6,5. Ça serait tellement merveilleux. Là, tu viens encore? Il y en a qui sont visionnaires. Oui. Bien, c'est vraiment 2,7 par 1000 habitants. C'est là qu'on est, nous, au Canada.
On est à 2,7. Fait que, je ne sais Oui. pas si on a terminé le sondage. On est rendu à 77 des gens qui ont identifié 2,7 par 1000 habitants. C'est Cool. une donnée que je me rappelais. Fait que, merci. Fantastique. Je pense peut-être que ceux qui ont choisi C, qui est 6,5, ont voulu dire, juste faire une petite blague sur le fait, peut-être qu'on vous écoutait pas tant que ça. Non, peut-être qu'ils pensent que les médecins ils sont tellement bons qu'ils en valent 2. Ah. Alors, donc, ça bon, fait c'est moi qui 5,4. l'a dit. Là, j'ai vu des questions rentrer. Fait que, est-ce qu'on passe aux questions? Comme tu veux, ma chère Caroline, je te suis pas à pas. À la disposition. Alors, la première question. Quel est le rôle du patient dans un système de santé du futur? Alors, oui, j'adore cette question-là. Comme je disais à la fin, pour moi, le patient doit être au centre. Toute la donnée, là, je crois que le système de santé, le lien paternel-enfant là, ou le système paternaliste, là, moi, je crois que ça, c'est... Quand les dossiers médicaux, je vous l'avais dit aussi dans la rencontre il y a quelques années, quand les dossiers sont papier, l'information est scellée, est captive, est emprisonnée dans des dossiers papier. Maintenant, et c'est le dossier du patient. Donc, il faut sortir ça de là. Il faut que le patient ait son dossier dans les mains. Pour moi, le patient doit être au cœur de ça et c'est lui qui doit nous aider à gérer. Et je crois que la vision du futur, dans ce qu'on nous présente présentement, on a mis le patient au centre du plan là, du gouvernement, mais je crois qu'il doit avoir encore une plus grande place que ce qu'il occupe dans la vision du futur. Pour moi, c'est essentiel, autant comme employé, comme patient, comme quelqu'un qui peut participer à des projets de recherche, tout. Tu parlais aussi, tu parlais de la gestion du consentement. À un moment donné, c'est les données, qui est responsable des données, puis que le patient soit responsable et puisse donner son consentement pour le partage des données. Ça en est un moi, autre. je pense que c'est essentiel. Je pense qu'on va passer par là. Il y en a une autre qui est très intéressante sur le rôle des associations. Quel est le rôle des associations au niveau de la santé numérique et le système de santé du futur? C'est quoi leur rôle au niveau de l'adoption, peut-être? Oui, puis les associations, on peut parler des associations professionnelles. J'imagine qu'on faisait associer. Ouais. Oui, et là, ils ont un gros défi. Parce qu'ils sont décalés par rapport... les associations sont réactives par rapport à ce qui se passe. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il faut qu'ils continuent leur lobby, il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils puissent sonder leurs membres, qu'ils soient les porte-parole de leurs membres, qu'ils puissent proposer des nouvelles façons de faire. Et ça, c'est les associations professionnelles. Il y a peut-être d'autres types d'associations, parce que l'association il y a l'association des patients aussi, qui doit prendre plus de place, à mon point de vue. Je crois qu'il y a d'innombrables associations, d'innombrables fondations. Je crois qu'on on sous-estime. Il disait, dans le gouvernement, il a dit qu'il y a plus que 4000 organisations communautaires avec lesquelles le gouvernement fait affaire. Bien, je pense que leur activité est extraordinaire et je crois qu'ils doivent participer encore plus à l'effort de bien traiter nos malades. Donc, un gros rôle. Moi, je pense qu'il y a un rôle essentiel, mais c'est de pouvoir... Il faut les appuyer. Il faut, comme citoyens, les appuyer puis leur montrer aux autorités qui existent puis ils font de bonnes choses. Je regarde pour les autres questions. On en a quelques-unes, ça arrive. Quelle est votre opinion sur l'arrivée d'un vrai système de santé publique-privée? Ça, c'est intéressant parce que, comme je disais au début, le système... On a connu le système privé. Avant, moi, je n'étais pas dans la santé, là, mais j'ai travaillé avec un médecin qui avait connu ça, là, où il se faisait payer en poule, puis en lait, puis en sucre d'érable, puis en toutes sortes d'affaires, parce qu'il travaillait dans le milieu rural. Mais quand vous regardez les indicateurs de santé dans les systèmes, le système où il y a plus d'argent, puis là, on peut débattre de ça, là, ça serait l'objet d'une heure de travail, mais de débat, ce serait intéressant, mais aux États-Unis, l'espérance de vie est moins grande qu'ici. Et la mortalité infantile, les indicateurs de santé des enfants est moins bonne que dans les pays des systèmes publics. Alors, donc, ils ont beau mettre beaucoup d'argent, il y a des disparités parce qu'il y a une section de la population, dans un système complètement privé, une section de la population qui n'a pas accès au système. Donc, ils ne se font pas traiter. Donc, leur espérance de vie est moins bonne. Donc,
ils descendent l'espérance de vie ou les assureurs. J'aime beaucoup regarder les données des assureurs parce qu'ils ont tellement de données là-dessus qui bénéficieraient de publier à d'autres secteurs parce que alors, c'est ça. Donc, le bienfait, c'est l'équilibre entre ce qu'on met comme argent. Je crois que 70-30 est une proportion qui existe depuis la nuit des temps au Canada. Il y avait une petite tendance au Québec à ce qu'on ait plus de public, moins de privé. Moi, je pense qu'on peut faire un peu plus de place au privé, mais peut-être pas aller à 100% privé. Ça, c'est mon drôle opinion. Donc, encore la place des données au service des décisions qu'on prend pour le futur. Ben oui. Il y a une autre question sur les partenaires. Dans les partenaires, on parle ici des fondations privées et les hôpitaux. OK, excuse, je relis la question. Au niveau des partenaires, les fondations privées et les hôpitaux sont-ils des intervenants qui accélèrent les changements? Très peu. Oui. Très peu. Ils sont essentiels parce qu'ils permettent de pouvoir aider certains patients, aider certains traitements. On les a vus, installer des dialyses et tout ça. L'éléphant dans la pièce, c'est vraiment toutes les relations de travail dans l'hôpital, comment on peut devenir agile. Mais si les fondations n'étaient pas là, il y a des gens qui souffriraient beaucoup. Alors, c'est extraordinaire de pouvoir partir même le manoir Ronald McDonald, la fondation qui aide les parents dont les enfants sont hospitalisés. Moi, mon hôpital au CHUL, à Québec, on a des histoires absolument extraordinaires. Juste une petite affaire. Moi, dans mon hôpital, j'étais tanné d'annoncer des décès dans la salle d'attente des gens. Les gens arrivaient, bien là, votre fils s'est suicidé ou il est mort d'un accident d'auto. Ça crevait le cœur de faire ça dans un endroit épouvantable. Alors, j'avais pris sur moi, avec l'aide de ma fondation, j'ai traversé le Canada en vélo, j'ai ramassé assez de sous pour faire une salle de deuil dans l'hôpital. Au début, personne de l'hôpital voulait voir ça. Et il était, non, on ne fera pas jamais ça. Résistance au changement. Quand la salle était prête, alors tout le monde était en pamoison, c'est donc bien le fun, c'est extraordinaire. Alors donc, c'est peut-être ça, voyez-vous, alors c'est une façon indirecte où les fondations m'ont permis de réaliser ce rêve-là pour le bien des patients. Mais est-ce que, tu sais, alors des efforts comme ça peut aider. Chaque petite pièce du puzzle peut aider, mais c'est sûr que les fondations vont toujours avoir la difficulté à changer la tendance parce que quand on arrive dans l'opération, souvent les opérations disent non, la fondation, tassez-vous de là. Oui, vous pouvez acheter la machine, là, mais dites-nous pas comment la gérer. Ça, c'est l'autre affaire que je ne vous ai pas parlé, qui est très importante, toutefois, peut-être qu'ils vont en parler, c'est la formation. Le personnel à l'hôpital, c'est comme dans chaque département, c'est comme des revolving doors, là, c'est comme des portes tournantes. Parce que les gens entrent, ils ont le poste, d'un coup, oups, il y a une autre personne derrière, ils changent de poste. Et les nouveaux équipements requièrent de la formation pour avoir un maximum d'utilisation. Et là, on souffre sur la formation de notre personnel, comment bien utiliser les équipements. Gestion de changement. Gestion de changement, formation, formation. Toujours à l'heure du jour. On a une question sur les technologies. On parlait tout à l'heure d'intégration. Je ne peux pas être plus d'accord, mais même dans nos vies quotidiennes, on veut que tout soit intégré. Fait qu'on peut voir dans les innovations récentes du milieu de la santé que tout n'est pas encore intégré. Puis on parle de gestion de changement, bien là, ça aide en rien. Oui. Mais là, on parle ici, on a une question sur la télésanté. Puis la question, c'est est-ce que la télésanté va prendre de l'ampleur? Probablement. En fait, on identifie... Vous savez que la télésanté, ça existe depuis longtemps. Depuis 25 ans, on fait de l'ophtalmologie à distance. Bien, en Australie comme au Canada, les distances sont tellement grandes, il y a des communautés qui ne sont pas bien desservies. On a vu qu'il va manquer de professionnels de la santé, il va manquer de médecins et d'infirmières. La télésanté va sûrement être utile. Est-ce qu'elle va prendre la forme qui est là? Là, je crois qu'on va... Parce qu'il y a des sections des problèmes de santé qu'on ne peut pas faire en télésanté, même que le collège dit de ne pas les faire. Donc, il faut surveiller. Aussi, une première consultation d'un patient qu'on ne connaît pas en télésanté, le collège recommande de ne pas faire ça. Alors ça répond à la question, bien, si j'ai accès à l'information du dossier du patient, bien là, je vais le connaître à tout le moins dans son dossier, il ne sera plus vraiment un étranger. Donc, il y a peut-être une façon aussi d'améliorer la télésanté. La présence d'un technicien dans une ville. Peut-être que pour faire la télésanté, on pourrait organiser que le patient se déplace dans un établissement de la région où il est, de la municipalité où il est proche. Et là, avec l'aide d'un professionnel de la santé, on peut faire des interventions à distance.
Et là, ça serait peut-être, nous permettrait d'élargir notre champ d'intervention en télésanté. Alors moi, je pense que oui, il y a des voies, mais il faut être créatif. On ne peut pas juste dire, on va faire des vidéos, puis on va se regarder, puis on va se faire des selfies. Non, c'est pas de même que ça marche. Je pense qu'il faut être plus structuré, plus agile, offrir encore plus de services innovants pour avancer la télésanté. Puis je pense que les assureurs sont bien placés pour ça. Fait qu'on a la réglementation qui protège le patient, le citoyen, puis on a les innovations qui doivent travailler avec, en fait, la réglementation en place, puis trouver les solutions innovantes pour arriver à trouver les bonnes solutions qui vont fonctionner. Excuse-moi, il faut s'attendre à ça, je crois, du secteur privé. C'est lui qui va développer, qui va jeter les jalons. Puis en collaboration avec le collège est là pour protéger le public. Donc, si on peut leur montrer un protocole qui assure la protection du public, ben, il va dire, go, faisons-le, puis on évaluera. Comme on dit, il y a toujours une solution, il faut juste la trouver. Ah, moi, je pense que oui. Une autre question, puis je pense qu'avec le temps qui nous reste, ça devra être la dernière. Avec toutes les informations médicales disponibles sur le web, comment voyez-vous le défi créé par les patients qui magasinent leur traitement ou qui cherchent un médicament précis? Ça, j'adore cette question-là. J'adore cette question-là. Je vais vous dire pourquoi. Alors, moi, je fais du rendez-vous à ma clinique réseau. Et là, je vois un jeune de 23 ans qui vient et dit, ben là, j'ai un bouton, là. Je dis, OK, oui. T'es-tu allé sur... Moi, je pose toujours la question. Êtes-vous allé sur l'Internet? Oui, j'ai vu le bouton. Mais là, ce que j'ai vu, ça m'a fait peur, c'est ça que je suis venu. Donc, d'un moment où il se posait la question, c'est quoi mon bouton? Il est allé voir sur Internet. Ah, ça doit être grave. Faut que je voie quelqu'un. Alors, donc, oui, je trouve ça un immense défi d'abord c'est un peu comme ton auto, hein? Combien de fois, Caroline, t'es allée sur le web pour savoir le bruit étrange que tu entends dans ton char, ça vient de quoi? Ah, c'est arrivé. On regarde ce qu'ils nous donnent. Moi, je ne connais pas la mécanique. Je regarde ça. Je sais pas, mais aller voir le garagiste. C'est comme ça finit. Alors, c'est un peu la même chose en santé. Moi, quand je vois un patient qui, peu importe où il vient, ici, là, j'ai une liste là, qui part du petit bouton, mélanome, adénocarcinome, lésion satellite, métastase cutanée. J'en ai plein là, d'affaires. Là. Et là, c'est à le questionner, puis à regarder ce que ça a l'air, puis avoir son histoire, que je vais... Puis je ne dirai pas tout ça en partant, mais si le patient voit tout ça sur une feuille de papier, il va capoter. Alors donc, il y a ça. Et ensuite, les gens qui magasinent leur traitement, bien c'est ça. Il y en a un certain pourcentage, ça va toujours exister, même avant l'Internet. Les gens magasinaient, puis ils ne nous le disent pas. Hein? Ah, je viens pour ce problème-là. Si tu ne poses pas la question directe, avez-vous vu un autre professionnel pour ça? Bien, il ne donne pas l'information. Tu penses, toi, que tu es le premier qui voit. Alors, ça fait partie de la nature. Le monde a le droit à une deuxième opinion. Comme pour n'importe quoi dans la vie, des fois, on tombe sur quelqu'un qui dit « C'est ça que tu as? » Tabarouette, j'en ai vu 4 qui n'ont même pas vu ça. Ben, on ne peut pas faire les diagnostics qu'on ne connaît pas. C'est une loi de la palisse, mais c'est vrai. Alors oui, ça va toujours exister. Et si on peut trouver des bases de données qui permettent de gérer l'anxiété des gens quand ils vont sur Internet, un processus, ça serait fantastique. Merci, Michel, pour cette excellente présentation. Et, ça me fait plaisir. Ta passion aussi dans les questions-réponses. Technicien, je veux dire pas technicien, clinicien, technologue, innovateur et vraiment personne enjouée avec qui il est agréable de travailler. Merci, Michel. Ça me fait grand plaisir. J'espère que j'ai pu titiller la curiosité de nos Je suis certaine. Malheureusement, on ne les voit pas. On espère que l'année prochaine, ça se fera en personne. Là, ils sont tous comateux, là. Ils sont tous à terre. Oui. Alors, je vais annoncer que cette dernière question conclut notre séance de questions-réponses pour cette conférence annuelle. Nous espérons que vous avez aimé les présentations. Comme toujours, il s'agit d'un honneur pour nous de pouvoir vous livrer ce contenu encore cette année.